C'est ici, sur les berges du fleuve Niger à Bamako, que Abba Tiemanta prépare sa journée de pêche. Avec ses enfants, ils remettent en état leur filet de pêche en espérant avoir quelques prises. Car depuis un moment, leur quotidien est bouleversé à cause de l'ensablement et la pollution du fleuve Niger. Follow me jigam zoro ani bi utakali bi goni abiko me do me kan da hirmena jigala na kunu mo goni alhamdulillah temene ka sabuge follow ma koram nun demena nyesi ga abla anye ngamunu be bi na nu sira barakero fe no e suru zo mo wara kono na ya la ni ku bi jide tie ne bina apma me na follow mo jide tabba kono amba mi baji ni ba me bi yere be sira ka sabuge me be mi jigindo akono de mandi non ji ko me wuyo amba fo ngo fendala on ngani ay ji wuyo le ko mo be siro yin ana non de biona. Tout comme lui, ce phénomène de dégradation brise chaque jour des espoirs avec la rareté des espèces aquatiques, selon Adamon, révolté par les actions posées par les populations riveraines. Jino ba fa mana furgo ba fa jega den fa ape bongo kama nyama vilioroi ulu jiu gala jiu Senegal ko posoni jiu ape bi jigi ba kono. An ma do kare kono ko mogo go jino ko bugu toro an nana sandiri kono yanno ama jige denge kono abija denge kono munu mi bondu kuma kono lu bi jigi olu bi jin ka taa kare kɔnɔna na ka taa kɔ kɔnɔ. Une triste réalité que vivent depuis ces pêcheurs bozos dont l'activité principale reste la pêche. Mais d'autres activités comme l'agriculture, l'élevage, la navigation et le tourisme sont également menacés dans le bassin du fleuve Niger, le plus grand d'Afrique de l'Ouest. Plusieurs menaces planent aujourd'hui sur le fleuve. On va parler des menaces naturelles d'abord. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans un contexte de changement climatique et de réchauffement planétaire. Alors là, la conséquence, c'est quoi? C'est qu'on sait que depuis les années 70, donc les années des grandes sécheresses, le fleuve a perdu entre 20 et 40% de ses débits, c'est-à-dire que la quantité d'eau qui coule, donc on a perdu près de 20 à 40% selon les sections du fleuve. Alors, en plus de ça, puisqu'on a parlé aussi de réchauffement, donc ça veut dire qu'il y a une bonne partie de l'eau aussi qui se perd par l'évaporation. Et ça, c'est le cas quand on est dans le delta intérieur du fleuve Niger, dans la zone de Massina jusqu'à Tombouctou. Et regardez, Bamako est conçu de sorte que toutes les eaux usées de la ville qui passent dans les collecteurs, c'est-à-dire les grands canaux à ciel ouvert, aboutissent au fleuve. Normalement, dans une ville bien développée, ces eaux auraient dû être traitées d'abord pour diminuer leur charge de pollution avant que ces eaux ne soient rejetées dans le milieu naturel. Mais à Bamako, ces eaux brutes usées sont directement déversées dans les eaux usées, dans le fleuve Niger, pardon. Donc, c'est vous dire un peu les actions de l'homme sur la pollution du fleuve. Et ça, ce n'est pas Bamako seulement, toutes les grandes villes le long du fleuve, que vous soyez à Kankan, que vous soyez à Mopti, vous soyez à Gao, Niamey, Tilaberi, vous allez au Nigeria, toutes les grandes villes comme Onitsha, Lokoja, Kaduna, toutes ces grandes villes le long du fleuve déversent directement leurs eaux usées et les déchets solides dans le fleuve. Aujourd'hui, se posent également des questions de santé publique à cause de la pollution du fleuve Niger, long de plus de 4000 km, dont 1700 au Mali. Si ces eaux-là ne sont pas traitées, ces eaux ont des conséquences diverses. Il y a le problème d'épidémie. Il y a les problèmes, les maladies d'origine hydrique. Et le grand problème même, ça c'est la pollution même du fleuve Niger quand ces eaux ne sont pas traitées, si elles sont directement déversées dans le fleuve Niger. Ça peut créer.
un grand danger au niveau du fleuve Niger, qui aura même une influence sur les animaux aquatiques, par conséquent la flore et la faune du fleuve. D'après l'Organisation mondiale de la santé, 80% des maladies infectieuses dans le monde sont des maladies d'origine hydrique. Vous et moi, on a de la chance, on est à Bamako, on a encore l'eau potable dans les robinets à la maison. Mais combien de campements, combien de villages utilisent directement l'eau du fleuve encore pour leur boisson et pour la cuisine et tout ça. Maintenant, pour ce qui est des activités socio-économiques, vous voyez qu'on avait parlé précédemment des terres inondables qui se perdent parce que le débit du fleuve a diminué à cause du réchauffement planétaire et du changement climatique. Donc, ça veut dire que de plus en plus, les ressources en eau sont en train de diminuer. Donc, ce qui fait qu'il y aura une très forte compétition pour la ressource en eau. Et ça ne peut pas aller sans des conflits. Donc, la croissance démographique, avec la diminution des ressources en eau à cause du changement climatique, ça va augmenter la pression sur les ressources en eau et des autres ressources liées à l'eau, c'est-à-dire que les terres inondables et puis même la biodiversité, les oiseaux et toutes les autres espèces aquatiques. Donc, ça va engendrer des pressions plus énormes et même aboutir à des conflits. Nécessairement, pour limiter les dégâts, beaucoup d'actions sont à entreprendre sur le terrain, en plus des textes dont l'application peine à être effective. Les actions que nous menons, c'est des actions d'aménagement de berges. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une bonne partie des régions du Mali qui sont implantées le long du fleuve et plus est, et beaucoup de localités villageoises sont riveraines du fleuve. Et des fois, ces localités-là sont confrontées à des problèmes d'inondation parce que tout simplement, les berges ont été fortement dégradées et ça aussi, les hommes en sont comptables, si bien que l'eau arrive souvent dans les localités et inonde à la fois les infrastructures socio-économiques et même culturelles. La mise en place d'un mécanisme dans le cadre du principe préleveur-pollueur, pollueur-payeur. Parce que aujourd'hui, cette ressource-là, c'est un secret de polichinelle. Si nous prenons simplement l'aspect prélèvement, il y a beaucoup d'offices de développement qui prennent de l'eau ou même des sociétés d'exploitation qui prennent de l'eau et qui vendent à des tierces personnes, à des consommateurs, mais qui aujourd'hui ne retrocèdent rien dans le cadre de la sauvegarde de ce fleuve-là. Et pour la pollution, aujourd'hui, il y a plein de situations de pollution pour lesquelles les pollueurs ne sont pas mis à contribution pour réparer leurs dégâts. Donc, on ne peut pas, comme je l'ai dit, on ne peut pas rester dans l'expectative. Il faudrait que nous ayons les moyens réglementaires et les moyens législatifs et réglementaires pour essayer de mettre à contribution à la fois les préleveurs et les pollueurs dans le cadre de la sauvegarde du fleuve Niger. Des moyens législatifs et réglementaires pour sauver ce patrimoine fluvial sur lequel repose l'économie de plus de 80% des populations riveraines est l'une des solutions. Mais le civisme aussi. C'est l'exemple le plus basique que je vais prendre, que tout le monde comprendra. Et ce sachet d'eau qu'on jette par terre, qui se retrouve dans le fleuve, en fait, contribue à la pollution du fleuve. Donc, pour éviter justement que chacun pollue ce fleuve-là, c'est de mieux traiter nos ordures. En tant que citoyenne, je devrais avoir la conscience du traitement du déchet. C'est le remplissage des caniveaux par les ordures ménagères. Ça, ce sont des choses, c'est-à-dire en le faisant, on ne se rend pas compte qu'on entrave à un patrimoine qui nous sauve la vie. Parce qu'avoir un fleuve est une bénédiction de Dieu. Et ce patrimoine, en fait, nous sauve la vie. Et donc, en tant que citoyenne, c'est dans mes gestes du quotidien, faire attention à mieux préserver ce que j'ai de plus cher, qui est ce patrimoine fluvial
qui m'est donné par Dieu. Entre réchauffement climatique, dragage et autres actions anthropiques, le fleuve Niger tente vaille que vaille de résister. Même si la menace qui plane dessine un scénario inquiétant, l'issue des initiatives entreprises donne de quoi garder espoir.